Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, bienvenue au Salon Naturel en Vercors, organisé conjointement avec l'Office du Tourisme, par l'Office du Tourisme et le magazine Naturel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un magazine de bien-être, de santé naturelle, né dans la région locale, mais distribué partout en France, en Suisse. Et donc, après notre spécialiste Denis Richer, alors on devait avoir Frédéric Laurent aussi avec nous, donc Christophe Lebrun et Frédéric Laurent, mais du coup, c'est Christophe qui va témoigner tout seul, mais de leur expérience commune. Frédéric, c'est mon épouse. Voilà. Donc Frédéric, naturopathe, est spécialisé aussi dans l'accompagnement du sportif. Donc sportif de haut niveau, Christophe Lebrun, donc, qui vient nous témoigner. Donc là, on est sur du témoignage de sportifs de haut niveau, donc, et praticien de santé naturelle. Voilà, donc à travers différents défis, et on va en citer quelques-uns. Du Pacifique Sud au pôle Sud et Nord, en passant par la jungle, le désert et les hautes montagnes, Frédéric donc, et Christophe ont couru dans les conditions les plus extrêmes. En 2012, ils se lancent le défi du Grand Chelem, marathon nature, symbolisant leur combat leur combat contre la maladie, et leur passion pour le dépassement de soi à travers le globe. En tant que seul couple français membre du marathon Grand Slam Club, ils ont participé à des marathons sur les 7 continents, y compris en Antarctique et au pôle Nord. Frédéric a réalisé un exploit historique en remportant les marathons les plus difficiles au monde, celui des glaces antarctiques en 2014 et celui du pôle Nord en 2017. Voilà. En tant qu'auteur de plusieurs ouvrages, ils partagent désormais leur expérience et leur connaissance du corps et de ses capacités. Donc voilà, ils le partagent en conférences à travers des formations et puis les livres. Donc je vous le redirai tout à l'heure, mais voilà, il y a aussi la possibilité de trouver sur le stand à l'entrée naturelle tous les livres de Frédéric Laurent. Et donc la thématique quand même de la conférence est la grande traversée du Népal, des gourdes filtrantes au co. Voilà, donc une petite spécialité aussi autour des gourdes. Bienvenue à tous. J'ai envie de partager ce moment avec vous. Comme l'a dit Martine, donc je vais faire une petite introduction, un bref retour en arrière avant de vous parler de cette grande traversée du Népal qui est notre défi actuel en cours. Effectivement, l'approche qu'on a eue depuis quelques années, Frédéric étant un naturopathe et tous les deux plutôt passionnés de sport, tout en n'étant pas des sportifs professionnels, j'aime bien le redire, on est quand même monsieur et madame tout le monde à la base, et on continue de le revendiquer, dans le sens où on pense que tout est possible pour qui s'en donne les moyens, parcourt un certain chemin basé notamment sur les principes de la naturopathie, je vous en parlerai tout à l'heure, et qui se donne les moyens un petit peu de réaliser ses rêves. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a vu nos défis. C'est pas dans un sens de performance ou d'ultra-performance ou de surperformance, même si ça a peut-être fini par être le cas. En tout cas, c'était pas le but premier, mais plutôt vraiment l'expérimentation, la connaissance de nos corps, de nos capacités, et de voir comment on pouvait développer ces capacités d'adaptation à travers différents marathons qu'on a pu courir sur la planète. On a choisi le marathon comme support parce que voilà, dans la course à pied, c'est quand même une distance de référence. C'est pas non plus de l'ultra trail, mais c'est quand même une distance qui signifie quelque chose de terminer un marathon.
Et donc, ces 5 marathons sur 5 continents, l'idée c'était de tester justement nos capacités d'adaptation à différentes conditions. Et donc, on a imaginé de courir dans le très chaud, dans le désert. On a ensuite couru sur des volcans actifs dans le Pacifique Sud pour aussi expérimenter d'autres choses, notamment au niveau de la respiration et en conditions de dioxyde de carbone très élevé. On a couru en altitude, on a traversé le salar de d'Uyuni en Bolivie à presque 4000 mètres d'altitude, aussi pour expérimenter cette distance dans ces conditions. Donc altitude, réverbération, très forte chaleur, amplitude thermique importante, parce qu'on passe de 0 degré à 35 degrés en quelques heures. C'est un petit peu la poêle à frire hein, de courir sur le désert d'Uyuni. On a aussi fait un très beau marathon dans le Jura en hiver, cette fois en conditions hivernales, où on a pour la première fois, si je peux dire, été confronté à l'eau dans toutes ses dimensions, puisque c'était un parcours qui a été tracé pour relier des sources, cascades, rivières, lacs. On a rencontré la neige, on a rencontré la glace, et donc on a rencontré l'eau un petit peu sous toutes ses formes, vapeur, solide, gazeuse, etc. On a également couru dans la jungle pour tester le chaud humide. Là, c'était en Indonésie. On a couru dans la savane d'Afrique du Sud, au milieu des animaux sauvages en liberté. Donc les spectateurs, c'était les lions, les éléphants, buffles, etc. Donc là, on a testé d'autres capacités d'adaptation. C'est aussi le marathon qu'on a couru le plus vite. Je ne serais pas surpris. Et puis, on a ajouté à tous ces endroits extraordinaires le pôle Sud, enfin proche du pôle Sud, en Antarctique, et le pôle Nord, voilà, comme l'a cité Martine tout à l'heure. Avec là, pour moi, une première expérience du marathon du pôle Nord, il y a quelques années, où j'ai un petit peu tout donné sur la base d'une préparation classique. Principalement tourné vers le physique, avec un plan d'entraînement qu'on peut tous trouver dans les revues de jogging. Et à partir de là, cette préparation elle a été surtout au mental et au physique, et puis c'est tout. J'ai couru ce marathon par moins 36 degrés à l'époque, sur la banquise. C'est différents tours autour du pôle géographique, donc une belle expérience, mais quand même très difficile quand on ne prend en compte que la préparation physique. Il y a d'autres facteurs très clairement qui m'ont manqué, puisque suite à ça, j'ai mis à peu près 3 mois, souvent je dis 90 jours, pour me remettre de ce marathon, parce que voilà, il y a différentes choses qui sont intervenues, lassitude, écœurement même de l'activité physique, pour n'avoir pris en compte que cet aspect-là dans la préparation. Et puis, à l'époque, j'ai rencontré Frédéric, avec son approche naturopathique. On a imaginé donc ce tour du monde des marathons, mais cette fois en intégrant toutes les notions de naturopathie, et donc prise en compte de tout l'aspect mental, émotionnel dans la préparation. La partie alimentaire aussi a été totalement adaptée à chaque fois aux conditions qu'on allait rencontrer. Et puis, la partie physique est quand même restée. Et donc, quelques années plus tard, on a décidé de courir à nouveau ce marathon du pôle Nord ensemble, mais avec une préparation totalement différente. Et là, le résultat, c'est avec 7 ans de plus, c'est un temps beaucoup plus court que 7 ans plus tôt, et surtout une récupération extrêmement rapide derrière, puisque 90 heures après, donc 3 jours en gros, 3-4 jours, on était de retour du pôle Nord, et on était toujours à nouveau, et déjà avec l'envie de courir autour du lac d'Annecy, puisqu'on est de cet endroit. Donc ça change tout, de prendre tous ces aspects en compte. Et donc sur la base de cette thématique, voilà, on a développé beaucoup
beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et à l'époque, on ne connaissait pas encore, sur la partie hydratation, on ne connaissait pas encore les gourdes Oko, dont je vais vous parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la grande traversée du Népal qui nous occupe. Sachant que tous ces marathons, toutes ces expériences, on les a fait sans jamais prendre de temps spécifique, pas d'année sabbatique pour recourir ça. Tous ces projets, on les mène tout en travaillant, comme vous et moi, nos 35 heures par semaine, si on est dans ce cadre-là, ou si on est dans une autre profession, en tout cas à plein temps. Et donc ça s'est greffé, et on avait aussi envie de montrer que c'était possible de combiner tout ça. Encore une fois, en utilisant différentes ressources basées sur les 3 piliers qu'on a évoqués tout à l'heure, physique, alimentaire et mental. Donc aujourd'hui, ce projet donc, de grande traversée du Népal, qu'est-ce que c'est? C'est la traversée intégrale du Népal, d'ouest en est, d'est en ouest, pardon. Ça s'est inversé en fait. On avait commencé cette histoire, mais voilà, plein de facteurs qui nous ont permis de révéler à nouveau différentes capacités d'adaptation, fait que finalement on a dû organiser ce projet complètement dans le sens inverse de ce qu'on avait prévu à l'origine. Donc la traversée du Népal à pied, en autonomie, en gros c'est à peu près 6 mois. Il y a 2 façons de traverser le Népal, soit par ce qu'on appelle la basse route, c'est-à-dire par le bas du pays, par le centre du pays, donc plutôt par les vallées, ou alors par la haute route, qui cette fois va relier tous les hauts cols du Népal et tous les camps de base des plus hauts sommets de l'Himalaya. Donc voilà, vous aurez deviné qu'on a choisi de le faire par la haute route. C'est ça qui nous intéressait plus à ce moment-là. Et donc, l'altitude moyenne de cette grande traversée, c'est à peu près 4000 mètres, puisqu'on va passer des cols à 5000, au-delà de 6000 mètres, et puis de temps en temps, quand même, on va redescendre un petit peu plus bas dans les vallées. Mais l'altitude moyenne, c'est quand même 4000 mètres. Donc, c'est encore une fois un nouvel environnement, l'idée étant de durer dans son effort. Et voilà, c'est pas un one-shot comme un marathon, où c'est une journée ou quelques heures de course. Là, c'est plusieurs semaines. Et donc, compte tenu de nos emplois du temps et professions, on a choisi donc de découper cette traversée voilà, en 3 fois 2 mois, 3 épisodes de 2 mois. Donc on a commencé la première partie donc à l'automne 2023, et puis là on est en préparation de la partie centrale que vous voyez ici sur la carte du Népal pour 2024. À nouveau on repartira à l'automne pour la deuxième partie. Et donc pour préparer cette grande traversée, on a choisi de faire un premier trek de reconnaissance quelques mois avant, déjà au Népal, pour commencer à regarder un petit peu les conditions dans lesquelles ça allait se passer, puisqu'après, quand on part pour des tranches de 2 mois, c'est long et il faut être quand même plutôt préparé sur tous les plans, y compris au niveau de l'équipement et du maintien de sa condition physique. Et donc on a passé 3 semaines au Népal à faire ce qu'on appelle le tour du Dholagiri. Donc c'est une grande boucle qui prend à peu près 3 semaines, qui permet déjà de passer pas mal de temps en altitude et, si je peux dire, de valider un petit peu son matériel, son équipement, sa résistance, de regarder un petit peu les points faibles, les points forts qu'on avait réunis pour cette première partie. Donc c'est parti de Katmandou, qui était d'ailleurs à l'époque la base des départs de toutes les caravanes et de tous les transports au Népal. Donc là, je vous partage juste quelques vues de Katmandou, ville de départ.
Et ensuite, pour ce trek de reconnaissance, je vais être assez bref sur cette partie, puisqu'on viendra après sur la grande traversée elle-même. Donc on a commencé à tester un petit peu nos équipements, nos durées de journée de trek, pour se rendre compte que c'est des journées de 6, 7, 8, jusqu'à 10 heures de marche, que la création du parcours est très importante quand on va se projeter sur un trek en totale autonomie. Ça veut dire qu'on va baser toutes nos étapes et tous nos camps à proximité de points d'eau, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est l'hydratation. C'est un point très important qu'on a identifié. On a besoin d'eau beaucoup, souvent, et on s'en est rendu compte là en faisant cette première partie du trek. On a aussi vu que un petit manque d'hydratation ou un défaut d'hydratation avait une conséquence très rapide sur la performance. Donc un déficit de 2-3% d'eau, c'est moins 20% dans la performance qui suit. Donc ça va très vite être handicapant si on n'est pas constamment hydraté correctement. Et avec évidemment, idéalement, ce qu'on va voir tout à l'heure, une qualité de l'eau qui soit préservée le plus possible. Notre corps est constitué à peu près de 70% d'eau, donc c'est très important de savoir ce qu'on met dans notre corps. Quand on boit de l'eau, on ne peut pas se permettre de boire n'importe quoi, n'importe quand. Et donc c'était vraiment un aspect assez crucial. Donc l'eau, voilà, on peut la trouver sous cette forme. Sur ce trek, en tout cas, on a été beaucoup à prélever de la neige, à faire fondre. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore les gourdes Oco. Et donc, quand on est en altitude comme ça, et sur un trek, il y a deux facteurs à prendre en compte. Il y a ce qu'on porte, il y a le poids, qui est très handicapant, et puis il y a l'altitude qui joue rapidement. Et là, la solution, c'était de faire fondre de la neige ou de la glace, ça dépendait un petit peu de ce qu'on trouvait. Mais ça prend un temps fou. Quand on est à 4000 ou 5000 mètres, ça veut dire qu'il faut aussi prévoir d'emporter du carburant, un petit réchaud, et ça prend plus ou moins, si on veut avoir une eau bouillie, quand on est à 4000 ou 5000, ça peut prendre 40 minutes. Voilà. Donc c'est excessivement long. Ça perd beaucoup de temps. C'est pas toujours facile à faire. Ça dépend un petit peu des conditions. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant un petit peu bloquant, parce que quand on part sur après la grande traversée, qu'on va avoir sur la partie qu'on a fait la dernière fois, 11 cols à passer entre 5000 et 5600 mètres, on a vraiment besoin d'eau pour toute la journée, et on ne peut pas se permettre sur des étapes qui vont être de 10, 12 jusqu'à 14 heures de marche de s'interrompre pour faire fondre pendant 40 minutes un petit peu de neige pour re-remplir la gourde, et ainsi de suite. Donc ça a été identifié à ce moment-là que ça allait être un point vraiment très important à prendre en compte. Donc voilà, quelques images, parce que ça dure pendant des heures, en fait, ces traversées quand on est dans ces altitudes. Voilà, à l'époque, l'équipe qui nous encadrait, là, les Népalais qui nous accompagnent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Népal, on peut plus être un trekker en totale liberté, si je peux dire. On est obligatoirement maintenant accompagné d'une équipe de Népalais. Ça pour deux raisons. C'est une loi qui est passée en avril 2023 au Népal. C'est pour la sécurité des randonneurs, d'avoir toujours au moins un guide et une ou deux personnes qui accompagnent. Et la deuxième, c'est très clairement en faveur de l'emploi des Népalais. Donc c'est tout à fait bien de procéder comme ça. Donc là, en l'occurrence, on était quelques-uns, donc il y avait un petit peu plus d'accompagnants. Voilà, ça c'est une photo qui illustre tout à fait le sujet de l'eau, où on descend là où la neige est un peu moins glacée.
et on remplit les bidons de 10 ou 20 litres. Donc vous imaginez aussi le poids que ça constitue, et sur des treks en autonomie comme ça, le poids c'est vraiment l'ennemi du randonneur. Donc tout ce qui peut faire qu'on s'allège tout en ayant toujours à proximité de l'eau, et ben c'est vraiment bienvenu, parce que là c'est des séquences qui se sont répétées X fois, et on y passe un temps fou, quoi. Donc voilà les camps qui s'installaient. Là, on est à peu près à 5500 mètres d'altitude. On est entre ce qu'on appelle le French Pass, qui tient son nom de la première expédition de Herzog en 1950, qui a découvert ce passage quand il était en chemin pour l'Annapurna, qu'on va voir juste après. Voilà, ça c'est notre dernier camp de base. On est toujours dans ces altitudes à 5002 à peu près. Ce que vous voyez derrière, c'est tout le massif de l'Annapurna, ici en fond. Et là, c'était presque la fin de notre trek, mais qui devait se conclure par un sommet, un 6000. Donc voilà, le jour s'éteint là, sur l'Annapurna, et on va partir quelques heures après, de nuit, pour notre ascension. Voilà, qui s'est conclue ici. Donc c'était le Dambus Peak, et c'était la fin de notre trek de reconnaissance, si je peux dire. Et donc quelques mois après, voilà le départ de la grande traversée. On a démarré donc par la région du Mustang, qui se trouve sur la partie on va dire nord-ouest du pays, en tout cas sur cette section du Népal. Et donc petite équipe réduite, puisqu'on est parti juste avec Frédéric et nos trois accompagnants. Et donc voilà, là c'est vraiment le début de cette grande traversée, avec toujours en point de mire la proximité de l'eau, puisque cette fois on a choisi de s'équiper des gourdes OCO qu'on a identifiées sur la base de plusieurs critères très pratiques. D'abord la légèreté. Deuxièmement, le fait que ce soit une filtration instantanée. Donc on a éliminé le facteur temps, faire bouillir de l'eau en altitude, etc. Quand je parle de filtration instantanée, c'est que dans cette gourde, le filtre est directement intégré ici. Il suffit juste de remplir l'eau dans la gourde et de boire. C'est instantané, c'est dans le sens je bois, c'est à ce moment-là que ça filtre. Il n'y a pas de temps de décantation, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment du pratique instantané. Et l'autre avantage, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait être beaucoup en altitude, ce qui a été le cas. Et il y a un autre facteur limitant qui est la respiration, qui est l'effort qu'on peut faire à 5000, 5005, 5600 mètres d'altitude. Ici, on a juste, par pression, on n'a pas besoin d'aspirer. Voilà. C'est juste la pression sur la gourde qui fait qu'on peut boire tout de suite et instantanément l'eau filtrée, purifiée, quoi. Donc ça, c'était très intéressant, parce que je peux vous dire qu'à 5006, voilà, faire tous ces efforts supplémentaires pour aller aspirer, etc., quand on est déjà à court de souffle la plupart du temps, c'est vraiment bienvenu de pouvoir juste presser et boire son eau comme ça instantanément. Après, il y avait d'autres choses très pratiques. On a pu, grâce à ça, en fait, prendre l'eau à peu près n'importe où au Népal. Donc ça pouvait être dans les rivières ici qu'on longe, ça pouvait être dans les torrents, ça pouvait être dans les cascades, ça pouvait être aussi dans les villages, pourquoi pas, où de temps en temps il y a quand même une petite fontaine, il y a un filet d'eau qui coule quelque part, où les Népalais font un petit peu leur lessive, leur vaisselle, etc. Donc ces eaux-là, on les récupérait aussi, nous, pour boire directement. Voilà, quelques exemples ici. On a utilisé l'eau. Alors ça sert aussi pour cuire de temps en temps des aliments avec
avec un intérêt, c'est qu'il n'y a pas de, du coup, il n'y a pas de goût autre que celui de l'aliment ou de la préparation ou de la boisson chaude. Voilà. On n'avait pas de problème de chlore à cet endroit-là, ou d'eau chlorée, ou d'odeur de ce type. Mais on avait par contre potentiellement des troupeaux d'animaux divers, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça peut être les troupeaux d'yak, ça peut être les chevaux, ça peut être toute une autre faune. Mais voilà, on n'a jamais été inquiété de boire de l'eau, même à proximité de ces troupeaux, chaque fois qu'on pouvait en récupérer. Il y a ici donc une gourde qui, celle-ci, elle fait 1 litre. On avait chacun 2 bouteilles, comme ça, simplement, avec la sécurité de pouvoir trouver et prendre de l'eau un petit peu n'importe où. Donc on était beaucoup plus léger à ce niveau-là. Après, vous avez vu, il y a un petit mousqueton aussi pratique. Donc ça s'accroche directement sur le sac, si on veut. Ça peut être intéressant de temps en temps. Pourquoi est-ce qu'on les a retenus encore? Je pense qu'il y a encore d'autres choses. Je regarde juste. Voilà, non, je vous ai peut-être un petit peu déjà tout dit. Ah si, il y a quelque chose qui était bien aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de nettoyer le filtre. Voilà, c'est un système en fait où les contaminants, que ce soit virus, bactéries, etc., en fait, s'agglomèrent sur le filtre au fur et à mesure. Et donc, c'est ce qui va donner un petit peu le temps ou la durée de filtration. On avait de temps en temps des eaux un peu turbides, quand même, quand on ramassait un peu dans le lit des rivières ou autres. Là, quand on la boit, elle est totalement filtrée, donc elle est parfaitement transparente. Mais quand il y a un petit peu de sédiments ou de turbidité, etc., ça va s'agglomérer sur le filtre au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est des gourdes qui sont données pour à peu près 400 litres de filtration. Si on est sur des eaux claires ou par chez nous ou en ville ou autre, on va bien être sur les 400 litres. Si on est dans des conditions d'eau peut-être terreuses ou avec du sédiment et autres, ça peut éventuellement raccourcir un petit peu ce temps-là. Il suffit juste d'avoir un filtre de rechange d'avance et on est tranquille, quoi. Voilà. Hop. Je vous réindique juste quelque chose par rapport à cette image là où de temps en temps on avait quand même besoin de faire cuire un petit peu de riz ou autre. Chez nous à la maison c'est la même chose, c'est-à-dire c'est des gourdes qui peuvent s'utiliser dans le quotidien à la maison de la même façon, qui vont éliminer le goût du chlore, l'odeur du chlore ou autre. Et qui va laisser vraiment la qualité et le goût de vos aliments ou de vos préparations. Donc là, ça s'utilise en randonnée, en trek, en extérieur, mais à la maison, au quotidien, c'est exactement la même chose. Voilà, la gourde, elle est glissée dans le sac. Voilà, différentes images qui nous guidaient en fait dans nos traversées, mais c'est vrai que tout ce parcours, il a été beaucoup tracé dans cette optique d'avoir toujours de l'eau le plus possible à proximité. Voilà des zones où on croise les animaux. Là, il n'y en a pas bien beaucoup sur cette photo, mais voilà, on avait de temps en temps d'autres accompagnants. Là, c'est des maisons entières qui voyagent sur le dos des yaks. Et puis, de temps en temps, on a également été accueillis par les nomades tibétains. Et là, on a vu en utilisant l'eau de nos gourdes qu'ils étaient souvent un petit peu affolés de nous voir prendre de l'eau un petit peu comme ça n'importe où, parce qu'eux, ils sont totalement habitués, mais nous, les Européens, c'est souvent moins facile à ce niveau-là. Mais on a, voilà, sur les 2 mois de traversée, voilà, on n'est jamais tombé malade, on n'a jamais attrapé quoi que ce soit, donc c'est un vrai retour, là, qu'on pouvait faire en retour d'expérience, en tout cas sur 2 mois, on n'a vécu que avec ces 2 gourdes de chacun.
et sans problème. Et on est passé par des villages, par des cols, par des endroits où il y a très très peu d'eau, mais aussi à Katmandou ou à Pokhara, des villes comme ça, où là par contre les doses de chlore elles sont extrêmement importantes. Des fois, on récupérait aussi l'eau dans les. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu voyagé, mais des fois, il y a des grosses bonbonnes de 20 litres, des bonbonnes bleues, où l'eau stagne, reste en plein soleil. Donc, vous avez tous les microplastiques qui se diffusent là-dedans. Et ben là, à chaque fois, on récupérait même l'eau de ces endroits-là, et c'est passé. Voilà. Que ce soit en ville ou sur le terrain, c'était toujours impeccable. Voilà, quelques passages de col ici. Et toujours, vous voyez cette eau très présente là, pour nous guider tout le long du trek. Voilà, là encore une fois, on rencontre les nomades qui, eux, pour eux-mêmes, de temps en temps aussi filtraient l'eau. Voilà, on est dans un intérieur de tentes nomades. Il y a plein de contenants, j'ai pas vu de gourde d'eau. Mais là, c'est en permanence que l'eau est quand même bouillie pour les différentes préparations qu'ils peuvent faire et pour accueillir tous les nomades qui passent, les muletiers, les caravanes, etc. C'est des lieux où on vient se restaurer et prendre une boisson chaude. Là, ici, on est sur le plus grand lac et réputé le plus beau lac du Népal. C'est le lac de Poksundo. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le film Himalaya, enfance d'un chef. Il y a une séquence assez mémorable avec un yak qui bascule dans un lac, parce que certains passages sont extrêmement étroits, on est vraiment en bord d'à pic et c'est assez vertigineux, on va dire. C'est ce lac. Voilà. Donc là aussi, on a pris de l'eau dans le lac. Voilà, on le voit un petit peu en contrebas ici sur une petite corniche. Bon, celle-là, ça va, elle est sympa, elle est relativement large. Mais voilà, c'est un endroit assez magique du Népal. La couleur turquoise comme ça fait sa réputation. Voilà, je vous passe quelques images pour vous faire vivre un petit peu cette grande traversée. Ça vous donnera peut-être envie de le faire. Pourquoi pas avec nous d'ailleurs, hein, si vous voulez. Voilà, là on commence à être sur des altitudes et des approches de col vraiment très très haut. On est tout proche là de la frontière avec le Tibet et la Chine, sur le sommet là, des montagnes enneigées à quelques kilomètres. C'est là où on bascule sur le Tibet et sur la Chine. Voilà. Alors il y a eu des journées avec des très très forts dénivelés, des passages de col une fois, 2 fois dans la journée, donc beaucoup de besoin de boire, de s'hydrater, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. C'était essentiel de rester en très bonnes conditions par rapport à ça. Voilà, là on est sur des coins où il n'y a vraiment plus rien. On a passé des fois 3-4 jours sans rencontrer qui que ce soit. On est sur la traversée du Haut-Dolpo, où c'est une région du Népal qui a été ouverte il y a une vingtaine d'années maintenant, pas tellement plus, mais qui n'est absolument pas structurée pour accueillir qui que ce soit. Donc là, c'est vraiment brut de brut pour le paysage, pour les contacts. Il n'y a même pas d'animaux dans ces altitudes-là. On peut vraiment passer beaucoup de temps sans rencontrer qui que ce soit. Voilà, sur cette image, vous voyez un petit peu les dénivelés qu'on peut faire sur une journée, puisqu'on part du creux, là, en bas à droite, et on monte, et on monte, et on monte. Voilà, avec quelques passages de col.
de temps en temps, on avait, vous voyez, une petite fontaine. Là, on était accueillis par un villageois tibétain. Il y avait quelque chose d'autre sur la gourde qui était intéressant, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure du filtre. Il y a uniquement le filtre, ici, qui est focusé dans le bouchon. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint d'étanchéité ou quoi que ce soit à changer. C'est vraiment juste le filtre, le bouchon et le corps de la gourde. Donc ça, c'est très pratique. Il n'y a pas d'utilisation mécanique non plus. Il n'y a pas besoin d'électricité ou quoi que ce soit d'apport comme ça pour la filtration. Donc on est sur des aspects très pratiques, mais ça a son importance parce que là, en l'occurrence, on a dû passer à peu près 5 semaines sans électricité, sans réseau, sans téléphone, sans rien du tout. Donc le fait que ça soit comme ça... très simple, en tout cas pour l'utilisation en randonnée, en trek. Voilà, donc je vais avancer vers la fin de cette première partie de la grande traversée, avec en fil conducteur quand même ce message à vous partager, c'est que notre idée, comme dans toutes les expériences sportives qu'on a essayé de réaliser avant, en fait, c'est de jamais se mettre dans le rouge, de jamais aller trop loin, même dans les limites qu'on pouvait peut-être un petit peu essayer de repousser. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se préserver quand même tout le temps, en mettant toutes les chances de notre côté, en prenant tous les aspects en compte. Tout ça pour mieux durer, pour continuer encore et encore à pouvoir faire des réalisations comme ça. Alors c'était le marathon, là c'est la grande traversée, on est sur un projet qui va s'étaler sur 3 années, mais ça nous permet de continuer dans de bonnes conditions, sans s'abîmer, de continuer à mener nos emplois tels qu'on fait depuis des années. On ne s'est jamais blessé, on n'a jamais rien attrapé sur cette traversée, mais même dans toutes les expériences avant, on ne s'est jamais blessé, et ça c'est très intéressant parce que aujourd'hui, voilà, on n'est plus tout à fait les petits jeunes de l'année. Moi j'ai 62 ans maintenant, mais j'ai encore plein de projets, plein d'envies devant. Frédéric elle est même. Et ça, je pense que c'est aussi le résultat de tout ce chemin qu'on mène depuis des années, en mettant tout ça en essayant de trouver la bonne combinaison dans toutes ces pratiques, et tout en réalisant et en se mettant parfois dans des situations un peu extrêmes, puisque le pôle Nord, c'était quand Frédéric a gagné, donc elle a gagné son premier marathon international à 49 ans. Donc c'est un joli signe d'optimisme et de conditions physiques préservées, je trouve. Mais c'est la résultante de toutes ces choses qu'on a mis en pratique, qu'on a expérimenté au fil des années. Et là, notamment sur la question de l'eau, c'était vraiment un facteur très important à prendre en compte tout au long de cette histoire. Et on va continuer puisque d'ici quelques mois, donc on repart pour la partie centrale. Voilà. Là, on était pour une fois hébergé chez l'habitant, pas sous la tente. Donc voilà, un petit comparatif sur les sur les carafes du moment. Voilà, et tous ces beaux villages du village, tous ces belles images des villages, pardon, je m'embrouille. Et ici, donc, on est au point d'arrivée de cette traversée. On est à Simikot, donc qui est presque à l'extrême ouest du Népal. Et voilà, c'est ici qu'on avait pour objectif d'arriver. C'est un tout petit village qui est perché à 3200 mètres d'altitude. Et le seul moyen d'en repartir, c'est un tout petit avion. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de jeep, il n'y a pas de 4x4, il n'y a aucun autre moyen que de repartir de là, alors ou à pied, ou par ce petit avion, voilà, qui vole à vue, qui fait 14 places, donc c'est très limité, 14 places dont 2 seulement pour des Népalais et 12 pour les étrangers.
Et donc ça suppose plein d'inconnus, plein d'aléas, parce qu'on peut attendre plusieurs jours, voire semaines, que ce petit avion vienne nous chercher. Il a besoin d'une météo parfaite, il vole quasiment à vue. Et en fait, le nombre d'accompagnants des palais étant de 2 par avion, et ben en fait, il faut plusieurs rotations pour pouvoir emmener tout le monde. Donc des fois, c'est très très compliqué. Et nous, on a eu de la chance, on a attendu que 4 jours ici à Simicote que ce petit avion puisse nous ramener vers des zones un petit peu plus accessibles. Voilà. Mais ça fait partie des aléas de cette histoire. Voilà, 4 jours après, retour à Katmandou pour terminer cette première partie de la grande traversée. Voilà ce que je pouvais vous témoigner aujourd'hui.